Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai la chance de Hello recevoir tout le monde. bonjour Sarah. J'ai la chance de recevoir Sarah, qui va nous parler, dans cette thématique des processus de transformation, qui va nous parler de comment on amène de la conscience dans le couple et dans la sexualité. Donc déjà, merci Sarah, d'avoir accepté, de partager ce moment avec nous, de partager, ton Ouais. savoir. Hem, Mmh. Merci à toi aussi d'avoir proposé ça. Moi, ça me met vraiment en joie, en fait, donc je te remercie, ouais, d'avoir proposé ça. super. Et j'ai eu de la chance, d'être formée avec toi, hein, et puis on se connaît bien, on est amis. Ouais. Pour moi, c'était une évidence, quand j'ai voulu parler de ce processus de transformation, de faire appel à toi, puisque Mmh. tu es coach, tu accompagnes, les relations conscientes. Peut-être que tu peux te présenter avec tes propres mots? Ouais. Alors, je vais juste préciser un truc qui n'a rien à voir avec avec l'histoire, c'est que ça se peut que je bouge beaucoup mes cheveux parce qu'en fait, ils commencent à être super longs et à me venir tout le temps dans les yeux. Donc, si vous me voyez beaucoup faire ça, c'est juste que ça m'embête. Ouais, carrément. Donc, je peux me présenter. Alors, ouais, officiellement, je suis coach dans la mesure où j'ai été formée aussi en tant que coach. J'ai des diplômes officiels en tant que coach. Alors, j'ai fait beaucoup d'autres choses en réalité. Je me suis formée à beaucoup d'autres trucs aussi. Mais disons que dans mon approche, je dirais que oui, il y a une partie de coaching, mais il y a beaucoup d'autres choses justement qui viennent de mon expérience. Donc, je dirais tout un aspect thérapeutique, un aspect énergétique, toute la dimension psychologique aussi, qui est quelque chose qui me passionne moi depuis toujours. Et donc effectivement, j'accompagne, depuis, quelques années, maintenant, les personnes aussi dans ce que j'appelle là, moi je dis la relation sacrée, mais la relation consciente, enfin c'est pareil, ça va rejoindre en fait, dans dans l'énergie, on va parler de la même chose, je veux dire. Donc j'accompagne effectivement les personnes à construire des relations toujours plus conscientes, toujours plus saines, toujours plus profondes, toujours plus authentiques. Vrai, c'est un mot qui revient souvent en fait dans mes accompagnements en fait, la puissance de la communication vraie, des échanges vrais, du fait d'être vrai avec l'autre et cetera. Donc c'est pas la seule thématique sur laquelle j'accompagne, mais c'est vrai que ça a été quand même la principale depuis, on va dire là, bientôt 2 ans. Ça a été beaucoup, beaucoup la thématique sur laquelle j'ai accompagné, même si par à côté il y a d'autres choses comme, l'incarnation, transcender l'ego, c'est 2 autres choses, sur lesquelles j'accompagne beaucoup. Et c'est aussi un parcours que toi, tu as beaucoup marché. Oui, Tu peux peut-être nous parler, de ce processus ouais, de transformation qui a été le tien et qui a amené ouais, aussi à ça? Mmh. ouais, carrément. Ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, ça m'est pas venu comme ça, du jour au lendemain, comme une révélation, non, c'est vraiment quelque chose qui me vient de très loin et même d'aussi loin que je me souvienne, depuis l'enfance parce que, toi, tu le sais probablement, mais j'avais commencé très, très tôt à faire de l'écriture intuitive. À l'époque, j'appelais ça comme ça. C'est-à-dire que je ne savais pas forcément ce que je devais écrire, mais je sentais qu'il fallait que je prenne une feuille, un stylo, puis il y avait des choses qui sortaient, qui coulaient, qui coulaient. De manière générale, c'est toujours la façon dont j'écris. Mais ce qui était encore plus particulier quand j'étais enfant, c'est que des fois, je pouvais même utiliser des mots que j'avais entendus, mais dont rationnellement, je ne comprenais pas le sens, mais qui avaient du sens en regardant après, tu sais, dans un dictionnaire ou quoi, dans le message qui était partagé. Donc, on va dire que j'étais connectée à beaucoup d'informations. J'avais conscience d'avoir des vies antérieures, j'avais des souvenirs de vies antérieures. Donc, du coup, pour moi, c'était évident que ça ne me venait pas de cette vie-ci, que c'était des choses que j'avais intégrées ou engrammées aussi de vies passées et que j'avais toute cette quantité d'informations qui étaient toujours là. Mais du coup, j'ai beaucoup écrit sur la sexualité, même à une époque où j'étais qu'une enfant et que j'avais moi-même, a priori, pas de vie sexuelle. En tout cas, j'avais pas de partenaire sexuel. Parce qu'à mon sens, l'éveil de l'énergie sexuelle, elle se fait dès qu'on est en vie. Donc, mais j'avais pas à proprement parler de partenaire sexuel, quoi. Et du coup, très tôt, j'ai été poussée dans l'expérience de la sexualité. Très tôt, j'ai eu des relations amoureuses, comme si, du coup, je ressentais que ce qui m'avait été quelque part, ce que j'avais reçu comme information à un niveau assez éthéré, ça m'était demandé de vraiment de l'enraciner, tu vois? De l'intégrer de D'accord. manière cellulaire, tu vois? Que c'était pas juste quelque chose qui devait rester un peu comme flottant ou éthérique, tu vois? Mais que vraiment, OK, maintenant vas-y, va engrammer ça.
Et donc, pendant longtemps, en fait, j'ai vécu même des épisodes de grâce dans mes relations sexuelles, comme des trucs hyper violents. En fait, j'ai vraiment été dans les deux polarités extrêmes. Mais j'ai remarqué avec le temps qu'il y avait des choses que je faisais naturellement dans ma sexualité, par exemple, qui ouvraient ou qui facilitaient le fait de se retrouver dans des espaces davantage de connexion à l'autre, de sacré, de conscience, etc. Mais je le faisais intuitivement. Et c'est par le tard, quand j'ai découvert, il y a peut-être 4 ou 5 ans de ça, des écrits sur le tantra, sur le tantrisme, que je me suis dit, ah, mais en fait, depuis toujours, j'ai une pratique tantrique, mais je ne l'avais jamais formalisée ou je ne l'avais jamais mis dans cette… Comment ça s'exprimait du coup dans ton couple? Enfin, quelles expériences tu vivais dans ton couple? Ouais, alors du coup, ce n'était pas toujours dans le cadre de couple, ça a pu arriver même dans des relations sexuelles que j'ai eues qui étaient plus spontanées, même si c'est vrai que ce que j'ai observé, c'est que le fait de mieux se connaître, le fait justement d'aller plus en profondeur avec la personne, ça intensifie quand même, tu vois, ce que tu peux partager et ce caractère sacré et cette profondeur. Je dirais que moi, tu vois, par exemple, très naturellement, j'allais chercher déjà dans les échanges en dehors de la sexualité, parce qu'en dehors du rapport sexuel, pour moi, il y a tout un tas de choses qui vont favoriser aussi la connexion dans la sexualité. Je dirais même qu'en fait, la sexualité, c'est une loupe. C'est-à-dire que si déjà il y a peu de fluidité, peu de communication, peu de connexion en dehors, ça va encore plus se voir dans la sexualité. Et inversement. Si déjà dans le reste de la relation, il y a de la communication, il y a de la fluidité, il y a de la connexion, ça va potentiellement être encore plus intense dans la sexualité, tu vois. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que par exemple, naturellement, moi, j'allais chercher l'échange, j'allais chercher la profondeur de communication, j'allais chercher le regard de l'autre, par exemple. Je pouvais facilement prendre des temps où je m'arrêtais, je regardais l'autre, où je prenais le temps, où je lui disais lui aussi de s'arrêter. On n'était pas toujours dans le mouvement, tu vois. Donc, je pouvais dire, ah là, arrête-toi, là, j'ai envie juste de ressentir ce qui se passe, puis naturellement, j'allais me connecter à qu'est-ce que ça me faisait dans mes sensations, qu'est-ce que ça me faisait dans l'énergie, en fait, qu'est-ce qui se passait au niveau plus subtil. Et du coup, naturellement, j'allais mettre ma conscience sur ça, plus que rechercher, tu vois, la stimulation, tu vois. Et bien qu'il y avait des moments où ça a pu aller là-dedans, mais en tout cas, naturellement, il y avait une conscience qui se mettait à rechercher, voilà, qu'est-ce qui se passe plus en profond, qu'est-ce qui se passe plus en subtilité, arrête-toi, regarde-moi et à rechercher vraiment cette connexion et la subtilité des sensations. Puis j'entends comme c'est aussi une porte d'entrée sur toi-même, de connaissance profonde de soi-même. Ah mais ouais, mais carrément, carrément. Et quand je dis que j'ai vécu des fois des moments de grâce, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que le terme qui me vient tout le temps, c'est la sensation que j'étais suspendue dans l'éternité. C'est-à-dire que littéralement, et je pense que c'est n'importe qui a pu vivre ce genre de moment, même en dehors de la sexualité, tu peux vivre ça à n'importe quel moment de la vie. C'est un moment donné où tu es complètement immergé dans l'instant présent. Tu sais, il y a comme un silence intérieur, tu vois. Et tu vois, enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je pense que on a tous plus ou moins vécu ça à certains moments. Et des fois, dans des moments intenses, on n'avait pas le choix, en fait, où on n'avait pas le choix de sortir de notre mental et d'être d'un coup pleinement immergé dans l'instant, dans une forme de silence presque absolu, où d'un coup, il y a un état de profonde ouverture, tu vois, qui se fait. Alors, après, je dis toujours, moi j'adore, il y a un livre de, comment il s'appelle? Jack Canfield, que j'avais lu il y a quelques années. Et je lis très peu, hein, mais en général, les bouquins que j'ai lus, c'était toujours au bon moment et ce que j'avais besoin de lire, qui s'appelle Après l'extase, la lessive. Moi, je suis profondément convaincue que, tu vois, on voudrait que toujours les moments de grâce et des machins et tout ça, mais que la sexualité, d'autant plus quand il y a ces moments de grâce, ces moments où ça circule, où l'amour circule, où la lumière circule, où la connexion est là, ça va d'autant plus. Hein, moi, je m'excuse, c'est pas super glamour comme image, mais je vois ça comme si ça met un coup de Karcher dans les canalisations. Et donc, tout ce qui est cristallisé, tout ce qui est, entre guillemets, bloqué, tout ce qui circule pas bien, ça remonte à la surface. Donc, c'est souvent suivi aussi de certains épisodes de libération. Profonde. Ouais, voilà, c'est ça. Moi, je sais que j'ai fait à l'époque, je ne savais pas que ça s'appelait comme ça. C'est pareil, j'ai découvert ça très tard. Et c'est des personnes qui, par la suite, m'ont dit, mais toi, en fait, tu as fait des montées de Kundalini. Alors, c'est pareil, je pense que ça nous arrive tous
plus ou moins intensément, plus ou moins fortement. Voilà. Mais en tout cas, pour ma part, je pense que j'en ai vécu des costauds. Et après, il y avait du coup, il y avait des nettoyages super intenses qui se faisaient, quoi. Et comment ça se manifestait, ces montées de Kundalini, du coup, à Ouais. l'époque où tu ne savais pas forcément ce que c'était, puis du coup, que tu l'accueillais vraiment dans la spontanéité de l'instant, sans faire le filtre du mental je suis en train de vivre une expérience de Kundalini, finalement. Oui, parce que ça, moi, je n'en avais pas du tout conscience au départ et c'était absolument pas quelque chose que j'ai recherché en plus, tu vois. Même au contraire, de par l'éducation spirituelle que j'ai reçue, parce que tu le sais, moi, j'ai grandi dans une école des mystères, une école spirituelle où on avait plus tendance à nous mettre en garde par rapport à ça, au fait que ça pouvait être potentiellement dangereux. Donc, c'était vraiment pas quelque chose que j'allais rechercher à provoquer. Au contraire, tu vois. Et du coup, plus quand j'avais des manifestations au départ, c'était en tout cas, si je prends au niveau de la sexualité, mais ça pouvait se manifester en dehors aussi. Ça se manifestait beaucoup par des spasmes assez forts au niveau du corps. C'est-à-dire quand je laissais aller, tu vois, ça faisait des spasmes comme des vagues en fait. C'est comme une énergie très puissante qui me soulevait tout le corps et qui faisait que, voilà, ça c'est comme des spasmes. Et au début, ça me faisait très peur. J'essayais plus de contenir ça, en fait. Je me disais, oh, qu'est-ce que c'est? En fait, ça me paraissait plus être un problème ou quelque chose de dysfonctionnel ou d'anormal, tu vois. Donc, j'avais plus tendance à essayer de le contenir et surtout, tu vois, pas autoriser ces mouvements. Donc, je me crispais, en fait. Et en général, c'était encore pire. Dans ce moment-là, je me sentais hyper mal. Je tapais des crises d'angoisse phénoménales quand j'essayais de contenir le truc. Et je me sentais mal, quoi. Je me sentais mal après. Et petit à petit, j'ai apprivoisé ça. Et même si on ne me l'a pas dit, je me suis dit, bon, peut-être que ce n'est pas dysfonctionnel, peut-être que je peux juste laisser aller ça et peut-être que c'est OK. Et du coup, je remarquais que quand je laissais aller ça, du coup, il y avait beaucoup d'émotions qui sortaient, beaucoup d'émotions qui circulaient. Mais du coup, il y a quelque chose où c'était, waouh, je sentais une ouverture. Et du coup, cette espèce d'angoisse, elle n'était plus là, en fait. Donc, c'est comme ça que j'ai apprivoisé petit à petit ça. Et du coup, même au début, dans mes relations sexuelles, ça pouvait me faire peur les premières fois où ça s'est manifesté parce que je me disais, mon Dieu, mais t'as l'air ridicule, le mec, qu'est-ce qu'il va penser? Enfin, tu sais, tout un truc de me dire, mais. Et c'est pas normal, tu vois. Et ce que j'ai remarqué déjà, c'est que dans ces moments-là, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que quand même mes partenaires en face, ayant eux-mêmes souvent une certaine ouverture, ça les touchait hyper fort. Je pense qu'à un certain niveau, même s'ils ne comprenaient pas ce qui se passait, ouais, ça passe gens, ouais, voilà, ça les touchait aussi, ils sentaient bien et eux, ils étaient oh, waouh, en fait, ça les touchait vraiment fort. Même certains, ils pouvaient pleurer ou pouvaient me dire ah mais c'est génial, même s'ils comprenaient pas, tu vois. Donc je pense qu'à un certain niveau, même inconscient, ils saisissaient ce qui se passait et puis ils recevaient ce qui se passait aussi, quoi. Donc ça m'a aidé. Ça m'a aussi aidé le fait qu'en face, je pense qu'à partir du moment où moi je me suis autorisée, j'ai eu en face de moi des hommes qui, voilà, qui me recevaient là-dedans parce que moi-même je me donnais cette autorisation-là, tu vois. Et que je me suis dit, tant pis, je vais avoir l'air de ce que je vais avoir l'air, mais c'est moi et c'est comme ça. Et même à un moment donné, je me suis dit, je sentais que, même s'il y a mon mental qui me disait peut-être t'as l'air ridicule ou je sais pas quoi, au fond de moi, je sentais que j'étais tellement touchée, je me disais, mais non, c'est beau en fait, c'est beau, donc auto-autorise-toi ça, quoi. Après, ça ne s'est pas toujours manifesté comme ça. Des fois, c'est juste vraiment que je sens, même si il n'y a pas ces spasmes dans le corps, que ça circule très fort dans mon corps, quoi. Ouais, vas-y. Est-ce que ça t'a pas justement aidé aussi à connecter à toute cette puissance qui était en toi? Parce que, effectivement, j'ai l'impression qu'il y a aussi beaucoup de cette énergie sexuelle qui est à la base aussi de ta puissance personnelle. Ouais. Est-ce que, justement, tu as senti que c'était une sorte de reconnexion à ce moment-là? Oui, oui, clairement. En tout cas, même si ça s'est fait progressivement, de toute façon, moi, je suis persuadée que l'énergie vitale et l'énergie sexuelle, c'est une seule et même chose. On différencie les deux, mais moi, je suis convaincue que l'énergie sexuelle, par définition, c'est notre énergie vitale. Donc, pour moi, quelqu'un qui libère son énergie sexuelle, qui libère sa puissance sexuelle, nécessairement, il est dans sa puissance, tu vois. Mais pour moi, c'est valable pour tous les êtres humains au monde, tu vois. C'est juste qu'on y est plus ou moins connecté ou qu'on l'autorise plus ou moins justement à circuler, en fait. Mais effectivement, plus il y a, je dirais, cette autorisation pour moi intérieure de laisser circuler ça, de m'autoriser ça, et plus effectivement je me sens davantage d'énergie, davantage de puissance, davantage de vitalité. Donc ouais, carrément.
Oui, et puis c'est quelque chose qu'on partage. Moi aussi, c'est vraiment ce sentiment que j'ai que mon énergie vitale, c'est aussi beaucoup une énergie sexuelle. Et à partir du moment où j'ai reconnecté à cette énergie-là, Ouais. moi, ça m'a permis aussi de reconnecter à mon moteur entrepreneurial. C'est-à-dire que c'est très, très lié. C'est-à-dire que Eh ben oui. le réveil de mon énergie, il s'est fait aussi d'un réveil dans toutes les sphères de ma vie, dont l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, c'est vraiment ce moteur de ma puissance féminine aussi qui est beaucoup à la source de mon entreprise. Ouais, tu veux dire où tu sens qu'en fait, c'est aussi cette énergie sexuelle qui te porte, c'est ça, dans ton entreprise ou dans le… Dans mon moteur dans ma propulsion, en fait. Ouais, je vois. Ça me donnait énormément d'énergie. J'ai une énergie qui est peu commune et c'est aussi cette énergie-là qui me permet finalement d'entreprendre au quotidien. Ouais, je vois. Ouais, carrément. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, tout à fait. C'est une énergie de création, en fait. c'est ça, c'est une énergie très créative et puis très, très fluide qui circule et puis qui circule dans toutes les sphères de notre vie, finalement. Ouais, c'est ça. En tout cas, qui peut circuler parce que souvent, on la bloque, justement. Mais en tout cas, dans ton cas, je comprends que c'est différent, mais c'est vrai que c'est une énergie qu'on peut bloquer aussi. Et je dirais qu'il y a quand même beaucoup, alors là, je vais rentrer dans des choses peut-être un peu plus précises, mais comme il y a énormément d'énergie aussi, et que pour moi, quelqu'un, en fait, qui est dans la maîtrise, la conscience de son énergie sexuelle, c'est quelqu'un qui est profondément libre. En fait, je suis convaincue qu'on ne peut pas asservir, qu'on ne peut pas soumettre, qu'on ne peut pas rendre esclave quelqu'un qui est souverain et en conscience et en maîtrise de son énergie sexuelle. Et donc, du coup, à côté de ça, justement, pour moi, il y a toute une emprise de l'ego, alors qui s'est manifesté à travers les religions, qui s'est manifesté à travers plein de choses à l'extérieur, mais qui est le reflet de ce qui se passe dans notre intériorité, sur souvent nos chakras du bas, donc le chakra sacré, le chakra racine, précisément parce que à partir du moment où on devient libre de cette énergie et de laisser circuler cette énergie, on est dans une forme justement de liberté et de souveraineté. On ne peut plus être sous l'emprise de l'ego. Donc l'ego, n'ayant pas intérêt à perdre son emprise, va essayer quelque part de limiter cette énergie, de faire en sorte qu'elle ne circule pas. Et donc effectivement, ça s'est vu vraiment à l'extérieur. Mais moi, j'appelle toujours les gens à leur responsabilité. L'extérieur n'est toujours le reflet que de l'intérieur. Donc ce que les religions ont essayé de faire en brimant l'énergie sexuelle, finalement, ce n'est rien d'autre que le reflet de ce qu'on fait chacun avec nous-mêmes. Et moi, c'est très fréquent, je le vois en termes d'énergie, justement, que on est très nombreux à être comme emprisonnés au niveau de ces chakras-là et qu'il y a vraiment une emprise de notre ego et qui va aussi se manifester par des emprises extérieures, par exemple dans le relationnel. Tu vois, tu parlais tout à l'heure que dans une autre interview, tu avais abordé, je crois, avec Julie, les relations toxiques. Voilà, en fait, les relations toxiques, c'est rien d'autre que l'autre aussi qui vient me rappeler que mon ego a une emprise là. Et donc, lui, il va, avec son ego, me montrer aussi cette emprise-là. Donc, c'est très intéressant, finalement, de voir comment, effectivement, soi-même, on bloque souvent cette énergie et on ne la laisse pas circuler. Je trouve ça intéressant aussi quand tu as amené, effectivement, moi, c'est ce que je constate, que cette énergie qui circule, elle libère aussi les cristallisations, les blessures. Et finalement, on n'est pas obligé de passer par la compréhension de l'ego finalement pour guérir certaines choses. Et donc là, je veux dire, c'est aussi une perte de pouvoir de l'ego on a l'habitude de passer par la mentalisation pour accéder à nos blessures. C'est ça, tellement. Et en plus, c'est impossible. On ne pourra jamais intellectualiser, rationaliser l'ensemble de tous les traumas qu'on a vécus, surtout si on parle de vie antérieure et tout ça. Comment tu veux comprendre mentalement l'intégralité de ça? C'est impossible. Tu peux le comprendre intuitivement. Et c'est ce qu'offre, à mon sens, la sexualité sacrée. Pour moi, c'est un raccourci, s'il est utilisé comme tel, justement, une voie de guérison extrêmement rapide. Parce qu'en plus, tu ne vas pas taper justement dans tout le processus des couches mentales et tout ça, tu vas directement taper dans le cellulaire. Or, pour moi, la guérison, elle se fait à travers aussi l'aspect cellulaire. Donc, Et du coup, comment tu impulses ce type de guérison, sachant qu'on peut aussi beaucoup se faire mal
oui, encore plus mal, encore plus se tout passer. Qu'est-ce qui à va fait. faire que va y avoir cette circulation qui va décristalliser et aller libérer des choses? Pour toi, c'est quoi ce Ouais. qui permet d'accéder à ça? Bah, pour moi, il y a plusieurs facteurs qui entrent en ligne de compte là-dedans. C'est que pour moi, il y a une distinction très nette entre retraumatiser ses blessures, tu vois, ou les recontacter Mmh. dans un cadre qui permet qu'elles guérissent. Or, très souvent, justement, dans la sexualité, comme dans beaucoup de choses qui touchent au domaine relationnel, amoureux, on ne met aucun cadre. C'est-à-dire que on n'est même pas toujours conscient de comment on fonctionne, de quoi on a besoin, de qu'est-ce qui est important pour soi ou pas. Et en fait, on y va en mode freestyle et on verra bien comment ça se passe. Or, il me semble que pour vraiment amener aussi, parce que ça demande quelque part un abandon aussi total à soi, il faut quand même qu'il y ait un cadre sécuritaire, un cadre de confiance. Donc, ça demande déjà pour moi de poser une communication très claire sur, sur le cadre de la sexualité et de comment on souhaite la vivre. En fait, pour permettre aussi que on puisse éventuellement rejouer des traumas. Oui, comme un théâtre, où Voilà, on rejoue des traumas, ouais. on va pour les recontacter, mais pas pour les retraumatiser, tu vois. Parce que si c'est fait dans un cas totalement pas sécuritaire, où on ne sait pas ce qu'il en est, est-ce que l'autre, on peut compter sur lui ou pas, est-ce qu'on a confiance ou pas, tu vois, on va recontacter le truc, mais ça va retraumatiser encore plus le truc. Et puis ça va amener beaucoup, beaucoup d'insécurité. En fait, le cadre, Voilà, c'est vraiment ce qui amène cette sécurité, ouais, c'est ça. posée. Mmh. C'est ça. Et après, pour moi, c'est très simple, hein, c'est vraiment très simple, c'est-à-dire c'est un exercice d'humilité qui est où il y a deux choses pour moi qui ressortent, en tout cas quand tu me poses la question, qui est d'un côté, en fait, chaque fois que je me vois partir, que je me vois retourner dans ma tête, dans mes pensées, ou dans l'instant d'après, ou je me projette dans qu'est-ce qui se passe après, ou dès que je sors en fait de mes sensations, de ce qui se passe dans l'instant avec l'autre, je reviens. Donc c'est comme un exercice d'humilité, c'est je me vois partir, j'essaye de revenir toujours, je me vois partir, j'essaye de revenir et de ressentir qu'est-ce qui se passe dans l'instant. Donc, c'est un exercice d'humilité et en même temps aussi de communication. Souvent, on a beaucoup cette peur, tu vois, de ah, mais on est dans l'instant, on est dans le feu de l'action. Donc, si je commence à dire à l'autre, ah, peut-être ça, c'est pas très agréable, ou est-ce que tu veux bien peut-être plus faire comme ça, ou est-ce que tu es OK qu'on fasse ça, on ne se l'autorise pas. Et pour moi, c'est fondamental d'apprendre cette communication dans l'instant aussi. Et souvent, on a tellement de conditionnement, tu vois, que pendant l'acte, on ne se parle plus et que là, on est dans le flow, on est dans le flux et puis on est dans le feu de l'action, que des fois, on vit plein de trucs pendant et on n'ose pas se le dire, tu vois. Moi, je sais que des fois, quand j'ai des montées d'émotions, je dis à mon partenaire, je dis, voilà, je sens que ça monte, j'ai envie de pleurer, je sens que ça me ferait du bien qu'on s'arrête, que tu restes juste à l'intérieur. Et en fait, ça libère plein de choses aussi. Le fait de verbaliser les choses pendant, c'est aussi une façon de laisser circuler, tu vois. Donc, ouais, il y a ça aussi qui me vient. Après, oui, tu peux faire certaines choses qui favorisent la connexion, mais principalement, ça va être, si je reviens à l'essentiel du truc, ça va être des pratiques qui t'aident à revenir dans ton corps, qui t'aident à revenir à l'instant présent, donc qui t'aident à faire ce mouvement qui demande de l'humilité, de ah, je suis partie, je reviens, ah là, je suis prise dans mon mental, je projette l'instant d'après et je suis plus connectée à ce qui se passe, je reviens. Parce que dans la sexualité, le mental, il embarque quasi direct, en fait. C'est-à-dire, on n'est même pas encore dans le truc, on pense déjà à la caresse d'après, à l'orgasme qu'on aura dans 3 minutes. En fait, on est très rarement dans l'instant présent. Et ça ressort d'autant plus, c'est-à-dire déjà dans la vie de tous les jours, on est très rarement dans l'instant présent, mais du coup, pour moi, c'est encore plus flagrant dans la sexualité. Et ça prouve bien qu'on vit la sexualité souvent de manière très mentale, et c'est ça qui est le frein principal au fait qu'elle soit nourrissante finalement. Donc, Il y a beaucoup, beaucoup de contrôle ouais, dans la sexualité, c'est effectivement ce que je vois. Mais parce qu'il y oui, a beaucoup, beaucoup d'insécurité. Et puis, ben oui, quand tu dis effectivement l'absence de cadre, moi, c'est quelque chose qui m'avait marqué quand moi, j'ai eu un partenaire de vie pendant 21 ans. Donc après, j'ai découvert les joies de redater. mmh,
Ouais. Et j'étais toujours très étonnée que quand j'exprimais le cadre de ce que je cherchais, les gens étaient extrêmement surpris. C'est-à-dire qu'on Ok. on est vraiment dans une société où Ouais, ça m'étonne pas. il n'y a pas de cadre, il n'y a Ouais. pas, il y a pas de, on ne fait pas attention à nos besoins de sécurité. Et Ouais, je tout pense à que fait. c'est aussi ce qu'amène beaucoup ce contrôle dans la sexualité, cette mentalisation. Ouais, ouais. On ne s'autorise pas à se réserver des espaces de sécurité. Tout à fait. Alors que pour moi, ça me semble essentiel si tu pars parce que la sexualité est sacrée. Pour moi, littéralement, elle te permet et elle t'accompagne à transcender l'ego aussi. Tu vois. Donc, si tu espères transcender ton ego en le mettant en état d'alerte absolue, ça va être chaud quand même. Tu vois. Parce que l'ego, s'il est en état de survie, entre guillemets, ou que tu l'as pas un minimum pacifié, parce que c'est ça, en fait, quand on crée un cadre sécuritaire, il y a aussi cette dimension, on pacifie l'ego pour qu'il soit pas là en mode warning, warning, warning. Comment tu veux te détendre c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, du coup, il y a quand même une dimension que l'ego existe, on va le pacifier, on va l'aider à aller dans le processus aussi, tu vois. Parce que si on y va juste en mode alors en plus, les gens, tu sais, des fois, qui sont un peu dans la spiritualité, qui sont en mode, ouais, on va tuer l'ego, je sais pas quoi. Moi, je trouve que c'est des grosses conneries, ça. Mais tu sais, on peut y aller en mode, tu sais, violent, puis j'en ai rien à foutre, je mets 0,4. Puis il y a même, je trouve, dans notre société, une sorte de fantasme que ce qui serait désengagé, irresponsable, avec aucun cadre, ce serait fun, tu vois. Moi, je trouve que c'est tout l'inverse, tu vois. Moi, de ce que j'en observe et de ce que j'en observais de ma propre expérience, de toutes les personnes que j'ai accompagnées, de toutes les personnes que j'ai rencontrées, c'est que, ouais, peut-être sur le moment, ça nous paraît fun parce que ça nous fait ça nous fait un shoot d'adrénaline, un shoot émotionnel. Mais en réalité, c'est tout sauf fun parce que ça crée des situations toxiques où on souffre à mort, où on se retrouve dans des situations pas possibles. Je vois pas ce qu'il y a de fun On là-dedans. vient retoucher des blessures encore et encore. Voilà, on vient se retraumatiser, on se refout dans les mêmes schémas, on se refout dans les mêmes situations, et on est là, ouais, mais c'est trop fun, j'y vais. Ouais, mais non, mais tu sais, c'est comme, non, mais tu vois, c'est comme tu prends une drogue, oui, sur le moment, c'est fun, mais à moyen et long terme, est-ce que c'est vraiment fun, tu vois? C'est toujours ça, quoi. Oui, puis je trouve ça intéressant ce que tu as amené aussi sur, sur le fait que finalement, c'est un théâtre et où on Ouais, peut rejouer oui. cette blessure, mais finalement, quand on y va de façon inconsciente, effectivement, on rejoue dans des espaces complètement toxiques. Et effectivement, en plus, on se raconte des histoires sur le fait que ça nous fait du bien, que c'est léger et que Ouais, c'est ça. des expériences, mais la Ouais, réalité, c'est qu'on est encore en train de passer par des choses inconscientes pour toucher à ces blessures. Alors bien que sûr. quand on est dans une position de souveraineté et de conscience, on peut aller dans des espaces de guérison. Mais Ouais, c'est ça. ça demande vraiment, effectivement, une transformation profonde de ça et une compréhension vraiment Mm. profonde et Ouais, viscérale de ce qui est présent en nous et de nos besoins. c'est ça. Et puis, Ouais, mon chat qui comme d'habitude. voilà. Bonjour. On a les mêmes avec Sarah. Ouais, mais là, elle n'est pas là. Je ne sais pas, je crois qu'elle est sortie dehors parce qu'il fait beau. Alors là, je suis tranquille. Et elles sont toutes les deux très envahissantes en plus. En tout cas, ouais, c'est ça. Dès que je m'installe quelque part, elle est là. Quand j'arrive, elle m'attend, elle me suit partout. Donc, c'est ça. Mais en tout cas, ouais, je voulais rebondir sur un truc que tu partages qui me semble vraiment intéressant. C'est que de toute façon, on est composé à 90% ou plus ou moins, selon les gens, je pense, d'inconscient. Donc, on ne peut pas imaginer ou espérer que ça ne va pas entrer en jeu dans la sexualité. C'est forcé que ça entre en jeu. Surtout là, je veux dire, c'est là où il y a beaucoup de choses inconscientes qui vont revenir se jouer. Par contre, effectivement, et je vais prendre ici l'exemple du viol, parce que bah, moi-même, c'est quelque chose que j'ai connu. Donc, du coup, en fait, quand tu as vécu des expériences, alors le viol, tout est relatif, hein, il y a des degrés de viol, hein, je ne vais pas rentrer dans tous ces détails-là, mais en tout cas, je pense que beaucoup de personnes ont fait des expériences de viol sans même le savoir, parce que le viol, c'est pas toujours quelqu'un qui te prend, qui te claque contre un mur, qui te force, qui t'oblige comme ça. Le viol, c'est souvent aussi des espaces dans lesquels soi-même, on ne s'écoute pas et on va dans des trucs, on sait qu'on ne veut pas, ou on a un dégoût, voilà, donc on se viole soi-même avant tout. Mais bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans les expériences de viol, par exemple, ben, c'est sûr que si tu as vécu quelque chose comme ça,
toute l'intimité, si tu n'as pas complètement réglé ce truc-là, va te ramener à la mémoire de ça. Donc, il y a des femmes qui fantasment, qui ont le fantasme du viol, etc. Donc, dans ces cas-là, moi, je conseille justement de le faire dans un cadre sécuritaire parce que sinon, en fait, en général, s'il y a ce fantasme-là, c'est qu'il y a des traumas qui n'ont pas été réglés. Tu vois. Donc, du coup, je conseille de faire ça dans un cadre sécuritaire avec une personne qu'elles savent que c'est quelqu'un qui les respecte profondément, quelqu'un avec qui elles se sentent en confiance, quelqu'un où elles savent qu'à tout moment, elles peuvent dire stop et elles peuvent dire non et reprendre leur pouvoir pour ressentir à quel moment, à quel moment je dis stop, à quel moment j'arrête. Enfin, tu vois, de créer un cadre justement sécuritaire. Parce que sinon, si il n'y a pas ça, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont aller vraiment peut-être avec des personnes qui littéralement ne vont pas écouter quand elles disent stop, ou tu vois. Et là, il y a retraumatisme. C'est ce qu'on voit aussi chez les femmes qui ont été violées, qui se font violer plusieurs fois dans leur vie. Parce qu'effectivement, il y a cette idée de retranscender inconsciemment ce qui s'est passé. C'est ça. C'est ça. Et souvent, en fait, inconsciemment, et en fait, quand tu as vécu ce trauma d'abus ou de viol, tu vas effectivement reproduire le scénario, parce qu'en fait, ton intelligence émotionnelle vient te montrer que ce truc-là, il n'est pas réglé. Tu vois. Donc, à un moment donné, tu as aussi la possibilité de te dire, OK, oui, je m'en occupe, mais est-ce que je suis obligée d'aller me retraumatiser? La réponse est non. C'est évident pour moi que tu ne vas pas régler ton histoire de viol en te faisant revioler régulièrement, tu vois. Non, là, tu vas juste rajouter des couches, tu vois. Donc, à un moment donné, quelqu'un qui a été violé, on le met dans un cadre sécuritaire, on lui dit, OK, tu as vécu ça, maintenant, si tu as besoin de parler, tu vois, c'est évident que ce n'est pas en reproduisant le truc sans cesse que ça va guérir quoi que ce soit. Mais des fois, justement, on se raconte ça. On se dit, oui, mais je vais revivre tel truc et je reste dans ma merde parce que comme ça, je vais guérir ma blessure en la retraversant. Oui, mais la question, c'est est-ce que tu la retraverses justement avec conscience et confiance ou est-ce que tu fais juste que tourner en boucle dans le machin? C'est ça. Ouais. Ça fait toute la différence. En tout cas, c'est extrêmement intéressant cette approche de la guérison, je trouve, par la sexualité et comment, en fait, ça demande aussi un travail de transformation intérieure avant de se permettre d'aller toucher effectivement ces espaces cristallisés et blessés, parce que ça demande aussi d'être vraiment en responsabilité et en souveraineté par rapport à ses besoins, ses limites, la connaissance de soi et des espaces qui sont sensibles aussi. Et de se respecter dans ces espaces sensibles. Plutôt que, moi, c'est vraiment aussi ce que je transmets, c'est comment on peut avoir aussi une addiction à cette souffrance et à ces traumas, et comment cette addiction, elle nous amène encore et encore à les toucher avec violence et qu'il y a ça aussi à faire le deuil de ça. De ce flux d'adrénaline et de vie qu'on prend quand on vient retoucher la blessure. Et tant qu'on est encore attaché à cette sensation d'être en vie à travers le fait de se blesser, on ne peut pas être dans un processus de guérison consciente par rapport à la sexualité, je pense. Oui, tout à fait. En tout cas, pour moi, ce que tu dis là, en fait, c'est au cœur même justement de petit à petit transcender l'identification à l'ego parce que pour moi, c'est vraiment ça. Je m'identifie, je me sens exister à travers mes névroses. C'est ça, en fait, littéralement, ce qu'on appelle aussi l'ego. Et il a un sens profond. Moi, je ne suis vraiment pas de ces personnes qui diront que l'ego, il est à bannir et que c'est une mauvaise chose. Au contraire, moi, je pense qu'il a un sens profond. Et d'ailleurs, je suis convaincue aussi qu'il y a une sagesse de la vie, de notre corps, de notre système, qui fait que de toute façon, il ne va jamais remonter plus que ce qu'on est capable de traiter. Donc, même s'il y a encore plein de choses cristallisées, parce que ça se fait rarement d'un coup, de mon expérience, et souvent ça se fait par morceaux, de toute façon, il va remonter ce qu'on est capable de laisser circuler dans le tuyau, j'ai envie de dire. Et puis, ça ne va pas Voilà, ça va être en fonction de notre capacité, de ce qu'on est en capacité de supporter. Et des fois, on peut se dire, mais non, là c'est trop, mais moi je suis persuadée que c'est jamais trop. Oui, on peut le percevoir comme ça, mais si ça se passe comme ça, c'est qu'on a les ressources, qu'on a les capacités
d'en faire quelque chose et de le transcender. Moi, ce que tu amènes là sur cette sagesse-là, moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai contacté dans mon parcours. C'est-à-dire que avant de devenir accompagnante, j'ai fait un parcours de guérison. Et effectivement, je me suis fait accompagner, mais il y a eu aussi toute une sagesse intime et personnelle qui m'a toujours fait. En fait, quand j'arrivais chez les accompagnants, je me disais, ah tiens, j'ai déjà marché ce chemin qu'il essaye de me faire marcher. C'est comme ça aussi que j'ai pris conscience de mes capacités d'accompagnante et que ça m'a aussi fait travailler sur l'humilité parce que ça me fait aussi comprendre que on porte tous en nous ces capacités de guérison. Ouais. Et que notre rôle aussi d'accompagnant, c'est de les activer chez la personne. Ouais, c'est ça. Et aussi d'amener cette confiance dans cette sagesse intime. Parce qu'en fait, on nous a pas appris à l'écouter, puis on est toujours tellement coupé de cette sagesse qu'on est quand même extrêmement coupé de ses capacités de guérison. Ben oui, c'est ça. Ouais. On attend, en fait, elle s'exprime beaucoup dans les périodes de résilience, parce qu'en fait, l'organisme comprend qu'il a besoin quand même de retrouver c'est ça. La forme, quoi, enfin, quelque chose de viable. Ouais. Et c'est des capacités qu'on peut activer au quotidien. Et puis, quand on comprend ça, on n'a plus autant besoin de passer par les drames et par la souffrance pour activer en soi la transformation, pour activer en soi la guérison. Ouais. On est au quotidien en contact de cette sagesse intime. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Et toi, justement, tu disais que dans ton parcours aussi, même dans les accompagnements que toi, tu as fait, tu sentais que tu avais de plus en plus, c'est ça, cette connexion à cette sagesse, à ton rythme, c'est ça? Oui, moi aujourd'hui, je suis formée en EMDR parce que effectivement, c'est un outil que j'ai trouvé assez extraordinaire pour aller aussi toucher de façon directe les blessures. Et quand j'ai été accompagnée, j'ai eu tout un processus d'accompagnement par l'EMDR. C'est vrai que ça a activé en moi énormément de processus de guérison et qu'il y a toute ma sagesse intime du travail intérieur, du travail avec les images, le travail symbolique, qui s'est activé en même temps que le MDR. D'ailleurs, je pense que mon accompagnante n'a jamais accompagné de cette manière-là avec elle, parce que j'étais toujours en train d'amener quelque chose qui émergeait. C'était vraiment au cœur, c'était viscéral. Il y avait quelque chose qui disait, OK, il faut que tu l'amènes aussi dans tout ce parcours de guérison. Et ça m'a aussi fait prendre conscience finalement de toute la force de notre inconscient et comment on pouvait jouer avec. Et c'est aussi quelque chose que moi, j'amène beaucoup dans mes accompagnements. Aujourd'hui, tout ce bagage-là que j'ai de jouer avec l'imaginaire, de jouer avec l'inconscient, en même temps que y a ce processus d'accompagnement plus classique. Ouais, top. OK. En tout cas, merci beaucoup, Sarah, pour ce partage et puis cet angle que tu as amené pour moi dans le processus de guérison, dans le processus de transformation, quelque chose de plus viscéral, de plus direct. Il y a vraiment une puissance, je trouve, dans ce processus de transformation autour de la sexualité. Ouais, carrément. Vraiment très agréable de l'explorer ensemble. En tout cas, c'est un plaisir aussi et je veux juste rebondir sur ce mot viscéral parce que, en tout cas, c'est quelque chose qu'on m'a beaucoup dit, soit dans mon entourage ou même les personnes qui travaillent avec moi, qu'il y avait quelque chose qui ramenait vraiment au cœur des tripes. Et donc, ça me parle beaucoup, ouais, carrément. En tout cas, je te remercie, c'était un plaisir aussi. Merci pour tes questions et pour ce moment. C'est toujours un plaisir. Merci.